Aujourd'hui, à Où ce que t'es rendu? Gérald Arsenault, direction générale du Centre communautaire Sainte-Anne de Fredericton. Enseignant, arbitre de badminton, humoriste, militant acadien, Gérald Arsenault s'est porté de nombreux chapeaux. Au début des années 90, il s'est fait connaître du public acadien aux côtés d'Éric Thériault dans le duo comique L'Ensemble Vide. Sur une toute autre scène, il a été arbitre lors de grands matchs internationaux de badminton, entre autres lors des Jeux olympiques de Rio et plus récemment à Tokyo. Rejoignons dans les studios de Kodiak FM Marc-André Leblanc en compagnie de Gérald Arsenault. Gérald Arsenault, merci de venir à Où ce que t'es rendu. Et merci à toi de m'inviter. Je sens qu'il y a 4 Gérald presque que je pourrais interviewer aujourd'hui. Gérald père de famille, Gérald enseignant, Gérald arbitre de badminton, Gérald comédien. Comment tous ces Gérald-là cohabitent? Tu viens quasiment de dire que j'ai des multiples personnalités. Ben, je ne sais pas. Est-ce que c'est une multiple personnalité ou est-ce qu'ils cohabitent ensemble? Je pense qu'ils cohabitent bien. Et il y en a un qui sort un petit peu plus de temps en temps, dépendant de la situation de la vie. Tu sais, qu'est-ce qui t'apporte, où tu es, qui tu rencontres, qui... Tu sais... ça fait que là, il y a un petit peu de Gérald. Ou face à certaines situations aussi, même avec l'emploi, tu sais, une petite touche d'humour de temps en temps, puis une petite règle fixe comme un arbitre peut faire de temps en temps, tu sais, pour gérer certaines situations. Donc, c'est vraiment un bagage de vie, c'est un ensemble. Il y a une personne, il y a un Gérald, mais qui a plusieurs facettes, disons. Bon, j'espère qu'on aura la chance de les découvrir cet après-midi. Donc, tu es né à Kedgewick. Oui. Comment était le Gérald, jeune enfant? Ça, je dis ça à des personnes, puis ils ont pratiquement de la difficulté à croire ça. À l'extérieur de ma famille, comme dans le village, très timide jusqu'à la 8e année à peu près, là. Okay. Très timide, dans mon coin, pas beaucoup d'amis, vraiment une personne très... à lui-même, si tu me permets l'expression. Okay. Mais à l'intérieur de ma famille, là, j'étais la personne, le Gérald humoriste sortait souvent là, à l'intérieur de la famille. Puis tu as dit jusqu'à peu près en 8e année, qu'est-ce qui a été le déclic? Je ne sais pas exactement, mais ce que je peux me souvenir, un moment donné, dans une des classes, j'aurais répondu ou de façon humoristique. Puis les autres ont comme trouvé ça drôle, tu sais. Mm-hmm. Ça fait que là, ben tiens, ça te donne une petite porte d'entrée, puis avec les petits, là, je disais des affaires drôles qui sortaient. Ça fait que le premier Gérald, je pense, ça a été le Gérald humoriste qui a pris le dessus. Mais en même temps, un petit peu en même temps que ça, j'ai rentré dans je me suis inscrit dans les cadets de l'armée. OK. Ça fait que j'avais 12 ans quand j'ai commencé. Puis, j'avais pas encore tout à fait 13 ans. Ça fait que ça, c'est arrivé un peu en même temps où là, je rencontrais des personnes quand même, un groupe quand même de jeunes. Ça fait que là, tu as une amitié, une collégialité qui s'installe de ce côté-là. Puis certains d'eux étaient à l'école, bien sûr, avec moi, dans les salles de classe. Puis tout ça est comme un peu arrivé en même temps. Donc, discipline, mais humoriste en même temps. Trouver l'équilibre entre les deux. Un temps pour chaque chose. Vraiment, j'ai toujours pas mal travaillé comme ça. Autant aujourd'hui... je peux encore en lâcher une bonne de temps en temps, mais quand c'est le temps d'être sérieux et prendre une décision, la décision est prise. Puis ça ne veut pas dire qu'un va sans l'autre. Mm-hmm. En humour, tu dois être sérieux dans ton travail, puis avoir un peu d'humour dans le milieu de travail, je veux dire, ça aide à passer la journée. Là. Certainement. Tu en parles de l'humour. Quand est-ce que tu as réalisé que ça pouvait être plus que peut-être juste être celui qui est dans la salle de classe qui passe des one-liners? Oui. Il y avait une tradition dans mon village que les 12e années
fait un mini-show qu'on appelait. OK. C'était pas juste des sketchs humoristiques, mais il y avait certains, c'était de la danse, d'autres, c'était de la musique, d'autres, c'était du lip-sync. Dépendant, chaque personne de la classe pouvait faire quelque chose. Puis là, moi, j'ai fait... j'ai travaillé avec 3-4 dans la classe, là, notre gang de gars, comme qu'on pourrait dire. Puis on a monté des sketchs. On a fait des sketchs. Certains qu'on a juste repris des sketchs qui existaient d'humoristes qu'on pouvait connaître dans ce temps-là, mais certains que nous-mêmes, on a bâtis. Puis j'ai aimé cette expérience-là. J'avais travaillé aussi un peu avant ça avec une classe de maternelle qui voulait faire une levée de fonds puis qui avait fait un petit spectacle. Puis moi, j'animais, puis je faisais des petites jokes à travers ça, puis j'animais tout ça, puis j'aidais, puis je faisais un sketch ou deux avec les jeunes de maternelle. Tu sais, puis, mais ça, j'étais en 11e année. Puis en 12e année, il y a eu notre mini-show. Puis c'est là vraiment que j'ai découvert que j'aimais ça. Cette adrénaline-là, cette énergie-là que tu as sur scène, que le public te donne, ça, c'est comme une drogue, on va dire. Tu sais, quand tu le fais, t'aimes cette énergie-là. Puis, peu de temps après ça, je suis à l'université, puis là, l'impro est embarqué. Après ça, Éric Thériault, mon comparse d'humour, à un moment donné, en 89, le Festival Western de Saint-Quentin, moi je suis de Kedgewick, mais Saint-Quentin est juste à côté. Éric est de Saint-Quentin. Puis le festival a approché Éric pour faire une soirée d'humour, de talents qu'on disait locaux. Okay? Donc, lui, il dit « Ah, je connais Gérald à Kedgewick, un autre gars à Saint-Martin à côté. » Puis on s'est ramassé, on était 5 en fin de compte. Puis on a monté un spectacle d'humour. Mais moi et Éric, on arrivait à ce spectacle-là avec des numéros originaux. Tandis que les 3 autres qui étaient là, il y en a un qui a fait une partie d'Oncle Georges, un autre faisait du Ian Tremblay. Les classiques, québécois. Oui. Mais moi et Éric, on a vu qu'on travaillait bien ensemble, qu'on avait cette chimie-là entre moi et lui aussi, qui s'est installée très rapidement parce qu'on a monté ce spectacle-là d'1h30 à l'intérieur d'une semaine. Wow! Mais moi, tu vois, ça fait longtemps que j'accumulais des idées. Éric, la même chose. On a marié certaines affaires. Puis là, tout d'un coup, on a monté un spectacle d'1h30. Puis là, moi et Éric, ça fonctionnait bien, comme je t'ai dit plus tôt. Puis on a juste continué à faire ça. Puis là, tout d'un coup, on a dit, ça va nous prendre un nom parce qu'il y avait, dans le temps, il y avait des auditions juste pour rire. D'accord, ouais, là, on parle de 1992, à peu près, si ma recherche est bonne. Oui. Puis avant ça, on l'avait essayé. Okay. L'année avant, ou 2 ans avant, parce que je pense qu'il ne venait pas tous les années, en tout cas, la fois précédente. Voilà. On l'avait essayé, puis on a dépassé notre temps. Voilà où on était notre problème. Puis on a fait quelque chose un peu individuel, mais qui se mariait au milieu, puis un commençait, l'autre terminait. C'était un bon sketch qu'on a travaillé puis on a refait par après d'une autre façon. Mais ça n'avait pas passé. On n'avait pas gagné cette fois-là. Mais en 92, là, on a gagné avec un sketch que nous, on appelle la petite casquette rouge. C'est comme une version conte radiophonique du petit chaperon rouge, mais version moderne, on va dire. Puis... avec ce numéro-là, on a été à Montréal et on a même gagné au niveau national avec ce numéro-là. Puis là, on avait le choix. Soit qu'on prenait une bourse en argent ou qu'on allait les portes nous ouvraient pour Juste pour rire, pour l'école Juste pour rire. Là, le genre d'école d'humour. L'école d'humour à Montréal. Mais là, moi et Éric, tous les deux, jeunes enseignants, début de carrière, tous les deux, tu sais, est-ce qu'on prend le risque, on a une carrière? Ça, c'est un hobby, un boy qui prenait beaucoup de notre temps quand même. Mais on a décidé de rester en enseignement. Le plan de pension est un petit peu mieux du côté des enseignants que humoristes qui arrivent, puis tu sais pas, c'est vraiment un gamble. Là. Puis vous deviez être
parmi les premiers en Acadie à faire de l'humour à sketch de cette manière-là, presque d'une manière professionnelle? Semi-professionnel, Ouais. que je dirais. Oui, dans les premiers. Il y a eu des noms avant ça, certaines personnes qui ont fait ici et là, local, mais on était certainement les premiers qui arrivaient à Montréal puis qui étaient reconnus puis qui gagnaient au niveau national, oui. Puis, je sais qu'on en parle depuis tantôt. Là, bien sûr, on parle de l'ensemble vide. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas connu l'ensemble vide, comment est-ce qu'on décrit ce groupe-là? Ben, c'est un duo humoristique qui existe depuis 1989. Un gars de Kedgewick, un gars de Saint-Quentin. Une belle chimie entre les deux. Encore aujourd'hui, si on embarque sur scène, parce qu'on le fait encore sporadiquement, mon horaire est vraiment... C'est moi la cause du moins de présence, là, c'est moi la cause. Je suis surchargé avec tous les chapeaux que tu as nommés plus tôt. Moi, puis on fait des sketchs, on fait du stand-up, on a des personnages. C'est un mélange de tout. On fait de la parodie. On adapte notre spectacle aussi à la clientèle parce qu'on le fait autant, et on l'a fait autant dans le milieu scolaire élémentaire, on parle de tout petit, okay, jusqu'aux 12e année, et aux adultes, et dans les bars, et aussi même des spectacles privés pour des compagnies. On a fait des mariages, on a fait... J'ai même vu un concert de Céline Dion. C'est quoi cette histoire-là? Oui, ça fait un bon petit bout de ça. C'est assez drôle. C'est en 1994 que c'est arrivé. Moi et Eric, on était à Edmundston. La Foire Brayonne nous avait engagés pour faire de l'humour. Il y avait un tapon de kiosque, puis il y avait une mini-scène là, puis on faisait de l'humour. Puis j'ai dit à la blague, à l'organisateur, j'ai dit, Céline Dion s'en vient ce soir, là, comme ce soir. Là, OK? Beaucoup de préparation d'avance. Là. Oui. J'ai dit, les gens, on voyait déjà les gens rentrer sur le site, OK, avec les chaises à pique-nique, puis oui, donc. Ça fait que j'ai dit à l'organisateur, j'ai dit, nous autres, on peut aller faire un spectacle là, avant Céline Dion, là, en attendant qu'elle arrive, puis je veux dire, le monde, ils sont là, on va les faire rire, ça va les relaxer, puis tout ça, tu sais. Ça fait que le gars, il dit, ben non, on peut pas. Il dit, dans le contrat, tout ce qui passe sur scène avant Céline doit être approuvé par son agent, son gérant, René Angélil. Ouais. Ça fait que, j'ai dit, pas de problème, je vais lui demander. Le gars a été surpris un peu par ma réponse. Il dit, ils ont une conférence de presse avant le spectacle. Peut-être tu pourrais lui demander là, tu sais. Je dis, OK. Il me dit où? Puis là, il était comme... Il pensait pas, je pense, que j'allais y aller ou je sais pas quoi. En tout cas, là, j'arrive à la conférence de presse, mais la conférence de presse était en retard, OK? Puis, si on embarquait, c'était à 7 heures. La conférence de presse était censée être à 5 heures. Il était rendu 6 heures et quart quand la conférence de presse a commencé. Parce qu'il était en retard, je n'ai pas pu lui demander avant. Ça a duré une quinzaine de minutes, donc 6h30. OK? Puis la conférence n'était pas sur le site, là. Ah, les gars. Puis là, Eric m'attendait, lui, à la porte sans savoir. Puis il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là, puis rien de ça. Là, OK? Pas en tout cas les cellulaires qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'était des machines longues comme ça, puis en tout cas. Puis il m'attendait à la porte, puis il dit, Gérald va rentrer ici, tu sais. Puis moi, je vais voir René après, puis je dis, garde René, après, comme ça, j'ai dit, Monsieur Angélil, j'ai dit, Céline, elle se prépare, il y a déjà des gens sur là. J'ai dit, puis dans le contrat, on ne pourrait pas embarquer, mais nous, on est un duo d'humoristes, puis on a gagné Juste pour rire en 92. Fait que je me demande si on ne pouvait pas embarquer avant Céline, là, juste pour faire un petit spectacle pour les gens en avant, puis tout ça. Ah, ouais. Mais je suis pas sûr, là. J'ai dit, garde, on va juste être en avant. Nous autres, le son, puis tout ça, on dérange pas rien de ça. Ouais, mais tu peux pas toucher au micro à Céline, OK? Je dis, OK. Mais dans ma tête, c'était, quand je vais être sur scène, que je prenne ou je prenne pas le micro à Céline, OK? Tu viendras me l'enlever dans les mains. Allez, gars. Mais là, je décolle. Il est moins 20, là. 7h moins 20, OK? C'est que je passe par en arrière pour arriver à la scène. Puis là, j'ai dit, Eric va me voir, tu sais. Puis là, je commence à embarquer les affaires. On avait besoin d'un petit peu de matériel. C'est que je sors, puis je suis sur scène, puis je place les micros. Puis là, il y a une personne qui rentre à l'entrée, qui voit Eric à l'entrée, tu sais.
Puis en riant, il dit à Eric, il dit faites-vous la première partie à Céline, quoi? Ben Eric, il dit ouais, peut-être, là. Ben, je sais pas, Gérald est sur le stage, tu sais. Eric, qu'est-ce que il me voit sur le stage. Là, il rentre. Puis là, il arrive à la porte pour passer en arrière, mais là, Céline est là. Ça fait qu'il peut pas passer, OK? Fait que là, moi, pendant ce temps-là, je demande au gars de son de rouvrir le micro. Là, je dis, Éric Thériault, demandez à l'arrière-scène, s'il vous plaît. Éric Thériault. OK. Là, il dit, ouais, c'est moi, il m'appelle. Fait que là, le gars, il dit, oui, vas-y. Puis là, il rentre. On installe les affaires, vite fait. Moi, je vais voir, parce que c'était tout sur cassette, t'sais. Puis on avait une cassette, puis on savait les sketchs qu'on allait faire. On avait un 30 minutes. Ça fait que je vais voir le gars de son, je dis, c'est simple. Avant qu'on rentre, OK? Quand on rentre, tu payes sur play. Puis quand la musique arrête, tu payes sur stop. Puis quand on a fini, tu repayes sur play. Puis quand on s'en va, tu repayes sur stop. C'est pas plus que ça. C'était ça notre soundcheck. Ça fait que là, j'embarque sur scène, puis je dis, mesdames et messieurs, je sais. Et puis le monde était tanné d'attendre, OK? Ouais. J'embarque sur scène, puis je dis, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes. Vous anticipez beaucoup la présence de Céline Dion, mais je dis, on a un invité spécial pour vous. La Foire Brayonne, ça fait longtemps qu'on travaille pour l'avoir, à faire quelques chansons pour vous avant l'arrivée de Céline. Mesdames et messieurs, un petit gars de chez nous, s'il vous plaît, applaudissez très chaleureusement Rock Voisine, OK? Mais c'était Éric qui a une perruque de travers. Il embarque sur scène, tu sais, puis il s'installe. C'était... Mais là, le monde, là, quand j'ai dit Rock Voisine, ceux qui connaissent la région d'Edmundston, il y a la Praga qui était là dans le temps, puis c'était sur le site du champ de baseball qui est là. Ça fait que le monde courait pour rentrer. Pour voir Rock Voisine. Ben oui, Rock Voisine était là et ça courait pour rentrer. Puis là, Éric, parce que Rock était en France dans ce temps-là, puis il avait une petite voix de « Oui, c'est après une tournée en France. » Il parlait de même. Puis, on a ri avec ça. Ça fait que c'est ça l'histoire de la première partie. Avez-vous eu du feedback de Céline ou de René? Non, pas du tout. Par contre, après ce moment-là, moi, j'ai vu, parce qu'on jouait, puis René était comme... on le voyait dans le coin de la scène, en arrière. Là. Lui, il regardait ça. Mm-hmm. Lui, il a regardé tout le spectacle. Ouais. Puis il a vu... Les gens, là, avant que Céline embarque, avant qu'on embarque, les gens étaient comme... Moi, ça fait 3 heures que j'ai assis ma petite chaise par terre. Là. OK? Je veux quelque chose. Puis l'humour a comme relaxé tout le monde. Ça a ri, ça a relaxé. Tu sais, Céline est embarquée. Tout était beau. Hein? Ouais. Mais après ce moment-là, les spectacles que Céline a fait pendant des années, c'est des humoristes qui ont fait sa première partie. Ben, j'allais dire, il me semble que je me rappelle d'avoir vu ça. Donc, tu confirmes qu'est-ce que j'allais justement dire. Après ce moment-là, c'est des humoristes. On n'a pas eu de crédit de ça. On n'a pas été ceux qui ont été en tournée avec elle non plus. Ouais. Puis, je vais te dire, qu'est-ce que j'ai eu comme salaire, qu'est-ce que était la paye à moi et Éric pour avoir fait ça? Tu le devineras jamais, ça fait que je vais te le dire. Une coupe de bière? Une 12 pouces de pizza de light puis un 2 litres de Pepsi. Yes! Je présume que Céline, elle avait eu un doigt à l'ail avec ça, elle aussi? Probablement. Avec une grosse baille sur le doigt à l'ail. C'est ça. L'humour en Acadie, dernièrement, c'est beaucoup plus du stand-up. Oui. Est-ce que c'est de quoi qui t'a tenté? Est-ce que c'est de quoi que tu as déjà essayé? Tandis que vous autres, vous avez tout le temps plus fait l'humour à sketch, qui pour moi est quand même différent, que c'est plus du personnage. Oui, mais on en fait un petit peu quand même. Okay. Ce que nous, on appelle notre première partie, quand on embarque et on fait un spectacle, on embarque puis on jase, puis c'est plus du stand-up là, qu'on fait là. On a vraiment un mélange de tout ça. Mais on en fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Parce que ça se voyage bien du stand-up. Mm-hmm. Okay? C'est un pied de micro puis une T-shirt. Et voilà. OK? Tandis que quand tu as des sketchs, tu as au moins une petite valise pour mettre une perruque, un coat. Tu sais, tu as un petit peu de matériel quand même. Puis, c'est une vague. C'est une vague. Tu la vois au Québec partout. Oui, également. C'est du stand-up. Je pense qu'il y a une autre vague qui va arriver à un moment donné tranquillement, que tu vas voir arriver des personnages qui vont refaire leur... Mais tu as des gens qui font du stand-up que leur stand-up, c'est un personnage aussi, d'un bout à l'autre. Ouais. C'est pas Gérald Arsenault, c'est pas Marc-André, c'est un personnage qui arrive. T'sais.
tout au long de ça. Ouais. Parce que quand tu le rencontres, après, c'est vraiment pas ça. La même personne. Là. Non, pas du tout. On parlait de ces 4 Gérald-là tout à l'heure, on taquinait sur ça, mais pour moi, les 2 qui sont peut-être les plus opposés, bien que tu disais qu'il y avait des liens entre tout ça, c'est l'humour et l'arbitre de badminton. Est-ce que ça a été possible, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, tu as été arbitre de badminton à des très hauts niveaux jusqu'aux Jeux olympiques, championnat du monde, je pense bien. Ouais, et qu'est-ce que était la place de l'humour dans ton rôle d'arbitre de badminton? Est-ce qu'il y a une place pour ça? C'est drôle parce que ma carrière d'arbitre a commencé à un spectacle d'humour. Ah, OK. Parle-nous-en. C'était ici. Je ne sais pas si les gens savent où tu es tout de suite. Là. Dans les studios de Kodiak FM à l'Université de Moncton. Ouais, dans cette bâtisse ici, d'accord. Il y avait le club étudiant qui était là. Puis il y a eu à l'entrée scolaire une présentation que le district scolaire francophone Sud a organisée. Dans ce temps-là, c'était pas le district scolaire francophone Sud, mais peu importe. C'était un colloque. Probablement. Oui, mais c'était le colloque provincial de l'AEFNB. Puis c'était ici à l'université qui avait lieu. Puis on a fait un spectacle pour les enseignants en soirée. Puis Jean-Guy Poitras, qui est, je vais l'appeler mon mentor en badminton, sa femme est enseignante. Donc, elle était ici. Lui, il enseigne à l'université à Edmundston, à l'UDM Edmundston. Puis, il était ici en même temps pour aller à la bibliothèque, etc. Puis, il dit, je vais aller voir Gérald et Éric. Je les ai enseignés quand ils étaient à leur passage à Edmundston. Je vais les enseigner, je vais aller voir. Il vient nous voir après le spectacle à l'arrière-scène. Hey, salut Jean-Guy. Ah, comment ça va? Ah, il dit, j'arrive d'Indonésie, là. Puis là, j'ai été avant ça, j'ai été en Europe pour un tournoi de badminton. Ben, moi, comme je dis comme ça, je dis, moi, j'aimerais ça, faire ça, moi. Il dit, t'aimerais ça faire ça, toi? Je dis, oui, moi, j'aimerais ça. T'sais. Ouais, il dit, OK. Puis là, ça reste là. Quelques mois après ça, il m'appelle, t'étais-tu sérieux? Parce qu'on était à un spectacle de mots. Il dit, t'étais-tu sérieux quand tu as dit ça? Je dis, oui. Je suis enseignant d'éducation physique. J'ai toujours été impliqué avec le sport. Puis le badminton, mon sport préféré. Puis j'arbitrais déjà au niveau provincial, régional. Puis j'enseignais le badminton, bien sûr, dans mes cours. Fait que j'ai dit, oui, je suis sérieux. Ben, il dit, si t'es vraiment sérieux, là, viens à Bathurst, telle date, il y a un tournoi, puis je vais te faire arbitrer, puis je vais voir qu'est-ce que c'est. Telle date, j'ai été à Bathurst, puis il a vu que il m'a donné des petits pointers, comme on dit, puis j'ai enligné mes flûtes. Oui, il y a un autre tournoi là. Tout d'un coup, les Jeux du Canada, Bathurst, Hamilton, tu peux-tu être là? Oui, on va être là. OK, je passe mon accréditation canadienne là. Puis là, avec les petits, après ça, il faut que tu fasses certification, accréditation panaméricaine, certification panaméricaine. Après ça, accréditation mondiale, certification mondiale. Puis là, avec ton accréditation et certification mondiale, c'est là où tu peux faire des tournois mondiaux. Puis, j'ai fait, comme tu as dit, plusieurs championnats du monde. J'ai fait différents tournois. La Thomas & Huber Cup, c'est quelque chose de vraiment gros. La Sutherland, c'est quelque chose de gros. J'ai été en Chine plusieurs fois. J'ai été un peu partout. Il y a un continent que je n'ai pas touché, c'est le continent africain. Mais je me promets d'aller dans ce coin-là à un moment donné. Mais ma carrière d'arbitre international, elle, est terminée. Voilà, parce que c'est une règle qui dit qu'à partir de l'âge de 55 ans, on ne peut plus arbitrer à des niveaux internationaux. Ça vient d'où, cette règle-là? Je suis curieux. C'est un règlement que la Fédération mondiale de badminton s'est donné. C'est ça depuis un certain temps. Ils se disent qu'à cet âge-là, tes réflexes diminuent peut-être, je ne sais pas. Mais c'est aussi les jeunes qui attendent pour embarquer. Ça fait que ça donne cette chance-là. Le choix est-ce que tu attends puis tu dis, OK, faut que tu ailles le voir puis tu dis, OK, là tu ne peux plus faire ça. Ou tu mets un âge puis c'est ça. C'est ça que c'est pour tout le monde. Les droits de la personne ne touchent pas à ça parce que c'est une fédération puis elle est basée en Indonésie puis c'est pas tout à fait pareil comme au Canada. Puis c'est ça la règle qu'ils se sont donnée. Mais je peux rester, bien sûr, impliqué avec le badminton comme arbitre
au niveau panaméricain D'accord. et au niveau canadien. Tu prévois le faire? Pardon? Tu prévois le faire? Je le fais déjà, je le fais D'accord, encore. oui. Mais je suis aussi à un autre niveau, tout de suite au niveau panaméricain, donc canadien du même coup. Je suis un évaluateur d'arbitre et formateur d'arbitre. D'accord. Puis, à un moment donné, peut-être que je vais pouvoir graduer les échelons de ce côté-là, puis arriver au niveau mondial aussi, parce qu'il y a ça au niveau mondial aussi. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ça fait que là, je suis dans cette branche-là de ma carrière de badminton, formation et évaluation d'arbitre. Ça peut demander combien de temps? Parce que si c'est une carrière, on ne doit pas faire de l'argent avec ça. Ça doit pas être un job à temps plein. Là. Non, c'est pas non seulement un job à plein temps, mais c'est un job bénévole. Wow. Il y a tous les tournois où j'ai été, l'arbitre au badminton n'est pas payé. Alors, mon garçon, Félix, arbitrait une game à un moment donné de soccer, oui. à Quispam 6. Il venait de faire un sous-12 de soccer. Puis moi, je venais d'arbitrer le 1er et le 4e mondial sur le terrain. Puis lui avait fait plus d'argent que moi cette journée-là dans son match de sous-12. À Quispam 6. Ouais. Mais ça te fait voyager. Bien sûr, les dépenses sont payées pour aller dans ces tournois-là, puis l'hébergement, puis il y a un petit per diem de nourriture. Puis, Qu'est-ce que les qualités d'un bon arbitre? Premièrement, être capable de comprendre, bien sûr, les règlements, comprendre le terrain. C'est bon d'avoir joué. Pas nécessairement un haut niveau, puis là, je peux le souligner à plusieurs reprises parce que j'ai joué au badminton, mais je peux te garantir que c'était pas à un haut niveau, OK? Ouais. Mais tu comprends le jeu de badminton. Puis l'avoir enseigné aussi, pour moi, m'a apporté cette haute vision-là du sport, en tout cas ici, du badminton. Puis, vraiment respecter les règlements, avoir un sens aussi de logique. Tu sais, parce que des fois, il arrive quelque chose qui n'est pas vraiment écrit, blanc, tu sais, c'est pas... Il y a quand même du gris un peu où tu as une interprétation, tu sais. Puis, malgré qu'il y a de moins en moins de gris, là, mais tu sais, l'interprétation des règlements t'appartient sur le terrain. Tu sais, comme... Tu peux pas, à titre d'exemple, intimider ton adversaire. Tu sais, Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi exactement? Une chose qui est claire, c'est le regarder avec le poing, puis le regarder dans le visage, puis crier, puis « Ouais! » tu sais, en lui pointant ton poing d'en face, là. Ça c'est clair. OK? Mais tu as d'autres façons d'intimider. Puis comment est-ce que tu retardes le jeu à ton bénéfice où tu sais que l'autre est prêt pour jouer? Puis comment est-ce que tu juges que c'est assez de retardage? C'est pas trop. Tu sais, lui, il danse trop vite de toute façon. Ça fait que, puis lui, il danse pas assez vite. Ça fait que toi, comme arbitre, il faut que tu les apportes à danser plus ou moins à la même vitesse. Là. Je prends danse, mais c'est vraiment ça la qualité. Je vais te dire, l'humour sert un peu aussi parce que si tu es trop rigide, trop intransigeant, il faut que tu aies cette flexibilité-là un petit peu sur le terrain quand même. Qu'est-ce que les souvenirs que tu regardes de ta carrière d'arbitre? Est-ce qu'il y a un tournoi qui t'a marqué? Il y a des matchs qui t'ont marqué? Les Olympiques, j'ai fait deux Olympiques, hein? Les deux Olympiques complètement différents. Un qui était à Rio, puis l'autre à Tokyo. Tokyo, avec toutes les restrictions sanitaires, c'était très sécuritaire. Ça, il n'y a aucun doute là. J'ai été testé chaque jour pendant tout le temps que j'étais là. Voyager le voyage était limité à notre bulle. On ne pouvait pas sortir d'hôtel, on ne pouvait pas sortir. C'était vraiment... Il fallait que tu aimes le sport pour y aller parce que sinon, tu ne vas pas. Parce que c'est la seule affaire que j'ai vue de Tokyo. C'est ma chambre d'hôtel puis le gymnase où le badminton se faisait. Mais j'avais déjà été à Tokyo avant ça pour d'autres tournois. Ça fait que je connaissais la ville de Tokyo. J'avais déjà visité la ville de Tokyo. Mais là, c'était vraiment sécuritaire. Et Rio, c'était autre chose, complètement. J'ai été voir une vingtaine de sports olympiques pendant que j'étais à Rio. Là, parce que entre tes matchs, des journées où tu commences seulement, toi, en soirée, bien, il y a d'autres sports en matinée. Ça fait que tu peux aller voir ces sports-là.
Ces 2 tournois-là sont les 2 plus gros tournois que j'ai été, malgré que les Coupes du monde, où j'ai eu ma plus belle expérience d'être assis à un terrain de badminton, là, qui me montrait et démontrait à quelle importance a le badminton dans le monde. J'étais en Indonésie. C'est une salle de 10 000 personnes. Il y a 4 terrains qui jouent. C'est plein à craquer. Ça crie. Tu sais, quand il y a un but, si tu as déjà été à un match de Montréal, là, puis il y a un but, puis là, tout le monde, ouais! C'est fou pendant 1 minute, là. Ouais. Mais c'est le même pendant 6-7 heures. Ça descend pas. Ça descend jamais. Wow. OK? Puis là, ça regarde les terrains, puis les orchestres, les tambours, les trompettes, donc. Puis tout d'un coup, sur un des terrains, il y a quelqu'un qui commence à avoir des attaques. Là. C'est comme si tout le monde se parle. Là, parce que des attaques, ça vient souvent à plusieurs reprises, parce que l'autre le remonte, puis l'autre le remonte, puis l'autre le remonte. Donc là, t'entends le monde. Sorte d'école. C'est comme hallucinant. Hallucinant. 10 000... Moi, j'ai une voix qui porte. Mm-hmm. Les joueurs, puis j'ai un micro en plus. Les joueurs t'entendent pas sur le terrain. Wow. C'est comme ça tout le temps. C'est que les joueurs regardent l'arbitre. Ah, OK, je peux jouer. OK. Il y a eu une pénalité. Oui. Là, tu fais des signes à moitié. Comme arbitre, le badminton est un des sports que la technologie prend de plus en plus de place. Oui. Comment on voit ça? On voit ça d'un bon œil. C'est sûr, l'équipement, juste la raquette aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à jouer, la raquette pesait, c'était épouvantable quand tu compares aujourd'hui et là. Une chose, le volant, la vitesse du volant, tu sais que le badminton, c'est le sport où l'objet bouge le plus vite. C'est ça. Tu sais, aux Olympiques, régulièrement, tu as des attaques, aux Olympiques, parce que c'est le dernier tournoi que j'ai été, là, mais tous les tournois mondiaux, etc., là, très régulièrement, tu as des attaques au-delà de 400 km/h. Tu sais, ça rentre au poste, comme dirait l'autre. Ouais. Puis, la technologie arrive aussi bientôt, nous arrive avec tout de suite, elle est là avec les lignes. Les lignes, c'est ça. Tu as les juges de ligne qui sont encore là, mais le joueur a le droit de demander, il fait des challenges sur l'appel en question. Quelque chose qu'on voyait beaucoup plus au tennis, que je pense que c'est exactement la même technologie. Exactement la même technologie. Mais là, tout de suite, il y a plein de caméras sur chaque ligne. Mm-hmm. Mais je parlais avec les techniciens qui s'occupent de ça, puis ils sont en train de développer plutôt ce serait vraiment une caméra par terrain qui suivrait le volant tout le temps. Ce serait le volant puis qui serait suivi. Puis il cherche à comment... Le problème avec le volant, c'est qu'il n'est pas rond. Il utilise cette technologie-là tout de suite avec le soccer, que les caméras suivent le ballon, avec le tennis aussi qui suit la balle. Mais parce que le volant a cette forme complètement différente, la technologie ne peut pas adapter ça tout de suite. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ça, je ne suis pas le technicien qui pourrait répondre à... Mais on voit que ça s'en vient. Mm-hmm. Puis peut-être un jour aussi, parce qu'au badminton, tu as l'arbitre et tu as le juge de service. Parce que le service doit être fait de façon légale. Mm-hmm. Tu veux pas arriver puis lancer le volant comme ça puis attaquer tout de suite à ton adversaire. Il faut que le volant soit en montant. Donc, pour qu'il soit en montant, tu dois servir assez bas. Donc, il y a toute une série de règlements. Puis, il y a une autre personne, un autre arbitre qui surveille juste le service. Puis, peut-être que cette personne-là, dans 5-10 ans, ne sera plus là. Ce sera des détecteurs de quelque chose qui vont détecter la hauteur de la frappe, etc. Là. Parlons de l'enseignement. Oui. Ça vient d'où, ce désir de vouloir enseigner? Je ne sais pas si c'est le désir de vouloir enseigner. Oui, c'est le désir de vouloir enseigner parce que j'adore enseigner, j'adore. Puis je pense que ça a commencé dans les cadets. Je t'avais parlé que j'étais dans les cadets parce que dans les cadets, tu apprends des cours, mais après ça, quand tu deviens un cadet leader, un leader cadet, c'est à ton tour de enseigner aux jeunes qui arrivent. Puis là, j'ai commencé, peut-être c'est là que j'ai commencé. Et après ça, quand j'ai gradué du secondaire, moi, j'ai pas été
à l'université tout de suite. J'ai pris 2 ans. Puis dans ces 2 années-là, j'ai fait de la suppléance à l'école. Puis j'ai eu la piqûre de l'enseignement. Puis je faisais la suppléance surtout en éducation physique. OK. Ça fait que c'est pour ça que j'ai rentré en éducation physique. Mais peut-être que c'est plus mon désir d'avoir une audience comme artiste, comme humoriste, tu sais, parce que je faisais déjà de l'humour. C'est ça. Ça fait que là, tu as un groupe en avant de toi qui est là, puis tu dois performer comme enseignant aussi. Tu te rappelles, si tu étais dans une classe puis le prof est pas très bon à la performance, ben tu décroches. Tu sais? Ça fait qu'il faut quand même que tu aies cette habileté-là de garder une attention. Puis ça, il y a des gens qui l'ont naturellement. Puis je dis pas que c'est ça que je suis, mais je pense que je peux faire un message, puis je garde l'attention quand puis tu rajoutes un petit peu d'humour, puis un petit peu d'affaires, puis faut que tu sois prêt à... Tu sais où tu veux terminer. Tu sais qu'est-ce que tu veux enseigner. Ça, c'est le punch. OK? C'est le punch de ta joke. OK? Mais pour te rendre au punch, il y a toutes sortes de chemins différents. Puis tu peux avoir une ligne bien droite, mais si je te compte une joke, puis je te dis, hey, c'était une fois 2 gars, puis ouais, l'autre a tombé dedans. OK? Mais si tu vas chercher toutes les à côté, puis tu les apportes, puis tu décores, puis tu alimes tu prépares ton punch, mais c'est la même affaire en enseignement un peu, tu sais. Ça fait que c'est peut-être ça. Les deux s'attachent très bien. Puis le côté disciplinaire que j'avais dans les cadets, tu as quand même ça comme enseignant aussi. Tu sais, t'as toute une série de règles ou de directives à suivre. Ça fait que c'est peut-être ça. Mais enseigner, là, quand tu as un jeune, tout d'un coup, qui vient d'apprendre quelque chose, là, regardez cette émotion-là du jeune, là, tu sais, qui finalement, il réussit. C'est aussi simple que, je peux te donner un exemple que la majorité des adultes qui ont des enfants vont reconnaître, là, c'est apprendre à conduire la bicyclette à ton jeune, tu sais. Ouais. T'en as mal dans le dos parce que t'es penché, puis tu cherches toutes sortes de façons, puis tu le guides, tu le tiens, tu essayes de l'aider le plus possible, puis tout d'un coup, il l'a. Puis quand il l'a, la fierté qu'il a sur le visage, là, ben toi, tu l'as aussi, hein? Tu l'as aussi comme parent. Mais comme un enseignant, c'est la même chose. Ça fait que moi, je renouvelais cette fierté-là à tous les jours, pratiquement. Qu'il y avait un jeune qui, tout d'un coup, pouvait réussir à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas la veille, qu'il pouvait maintenant reconnaître, pouvait lire, qu'il pouvait... Tu es en train de développer un adulte. C'est ça à chaque fois. Tu ne développes pas qu'un adulte, tu développes une société. L'enseignant a le plus grand pouvoir dans une société. L'éducation, c'est la plus grande force. C'est pour ça que dans des sociétés répressives, il n'y a pas d'éducation. Il essaye de la diminuer. Puis l'enseignement a un rôle tout à fait particulier, bien sûr, en milieu minoritaire. Tu as été à la tête de l'Association francophone des enseignants du Nouveau-Brunswick. Ça vient d'où de ce désir-là de prendre un leadership? Pourquoi tu as voulu te présenter? C'est peut-être... je blâme ça encore sur les cadets, je crois. OK. Non, mais j'ai cette volonté-là. Moi, j'aime que ça bouge. J'aime inventer. J'aime créer. J'aime avoir des initiatives qui vont de l'avant. Ça fait que quand tu es enseignant, tu fais ça dans ta classe. Enseignant d'éducation physique, moi, j'avais des journées thèmes, tu sais, t'as toutes sortes de choses qui se passent. Puis j'allais dans les réunions d'associations, d'unions. Puis moi, tu sais, j'aurais besoin d'une proposition. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Tu sais, t'as déjà assisté à plusieurs réunions. Puis là, c'est comme tout le monde. T'attends, c'est qui? Non, moi, OK, tu vas proposer. Allons-y. Tu sais. Puis si elle n'est pas acceptée, ben on la jettera puis on va continuer. Tu sais, mais là, tout le monde se regarde des fois. Tu sais qu'est-ce que c'est dans les réunions? Puis là, OK, qu'est-ce qu'il va la proposer, celle-là? Mais non, go! Tu sais, ça fait que parce que je voulais que ça avance, peut-être que là, j'ai dit, OK, ben je vais m'essayer comme président. Tu sais. Puis là, j'étais président de mon cercle. Tu sais. Ça fait que là, ça bougeait dans mon cercle. Puis là, j'ai dit, pourquoi pas au niveau provincial, tu sais, pourquoi pas? Fait que là, je m'ai essayé, puis
j'ai rentré au niveau provincial comme président de l'association. Puis la pandémie nous est tombée dessus en plein milieu, même au début de mon mandat. Ça fait que ça a changé vraiment le mandat de la présidence. Mais il a fallu quand même travailler d'une différente façon, puis avoir qu'est-ce qui nous est arrivé du gouvernement pour faire sûr que les enseignants soient pas oubliés dans toute ce problème mathématique-là. Hein? Ouais, qui malheureusement se continue, j'oserais dire. Il y a définitivement des difficultés dans le monde de l'enseignement comme dans bien d'autres mondes. C'est pas fini. Tu as terminé ta carrière comme enseignant, mais là, tu as pris la relève de la direction générale du Conseil communautaire Sainte-Anne. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas amener? Bien, je voyais, parce que moi, je savais que je me retirais comme enseignant, puis je savais que mon terme de présidence finit. C'est un terme de 2 ans. Tu peux pas renouveler rien. C'est 2 ans, puis c'est terminé. Puis je savais qu'aussi, je prenais ma retraite comme enseignant. Ça fait que... puis ça, c'est arrivé à une bizarre de place. Je vais rouvrir une parenthèse là-dessus pour toi. J'étais aux Olympiques, OK, le 31 juillet. Je m'apprête à embarquer sur le terrain. Je sais que c'est mon dernier match de badminton parce que le tournoi a fini. Puis je sais que c'est mon dernier match. Puis je suis derrière, puis je réalise, juste avant d'embarquer, 31, c'est vrai, on est le 31 juillet. Aujourd'hui, je termine mon badminton, je termine ma présidence à la FNB et du même coup, je prends ma retraite comme enseignant. J'avais 3 choses qui se terminaient en même temps à ce moment-là. Puis j'étais avant ça, puis là, je reviens un petit peu en arrière pour répondre à ta question. J'ai vu le poste passer dans les journaux. Puis j'ai dit, moi, Gérald, c'est pas vrai que j'arrête après le mandat. Je sais que je prends ma retraite, mais j'ai encore de l'énergie. Je veux donner encore la cause francophone. J'ai beaucoup ça à cœur, surtout en milieu minoritaire. Puis ça, c'est en milieu... J'arrive de Quispamsis, Saint-Jean, c'est très minoritaire. T'sais. J'ai passé près de 30 ans là. Ça fait que j'ai dit, je vais m'essayer. Au pire, je vais avoir mis mon curriculum à jour. Je vais me préparer une couple de lettres, puis je vais avoir une base de fait si je veux faire d'autres choses, sans plus d'intention que ça. Puis, j'ai été retenu pour une entrevue. Puis, ils m'ont gardé pour la 2e entrevue. Puis, ils m'ont gardé pour la 3e et dernière entrevue. Puis, ils m'ont offert le poste. Alors, j'ai embarqué dans cet engrenage-là, mais je suis très content d'être là. Il y a des beaux défis. C'est une grosse structure quand même. Tu as 2 écoles plus un centre communautaire, tout attachés ensemble. Donc, c'est une assez grosse infrastructure. Puis, animer toute la francophonie du Grand Fredericton, c'est un beau défi. Puis, je suis allumé par ce défi-là. Puis j'ai une belle équipe aussi que je peux travailler avec. Il nous manque, d'ailleurs, il y a un poste d'affiché, vous pouvez appliquer là, tout de suite. Mais pour compléter l'équipe, bien sûr. Puis je pense, mais là, la pandémie nous aide pas à faire toutes sortes d'activités. Mais je pense qu'on s'en vient vers la fin. On s'en vient vers la fin. Si tout le monde est vacciné, peut participer maintenant à différentes activités. Puis on s'en vient tranquillement. On a parlé de beaucoup de choses. Dans tout ça, est-ce qu'il y a des regrets? Des regrets, il y a toujours des décisions que tu as prises dans la vie que tu dis, à savoir, je ne prendrai pas la même décision, mais j'ai pas beaucoup de regrets parce que tes bonnes comme tes mauvaises décisions font qui tu es aujourd'hui. OK? Puis tu apprends de ça. Si tu fais une erreur, puis tu ne changes pas, puis tu refais la même erreur, là, il y a quelque chose à dire de cette personne-là. Puis si elle a refait la même erreur une 3e fois, bien là, tu as vraiment quelque chose à dire de cette personne-là. Mais tu apprends avec ça. Est-ce que j'ai des regrets? Non, mais il y a des choses que je ne ferais plus. Puis il y a des choses que je ferais différemment, mais je ne voudrais pas les changer parce que ça a fait qui je suis aujourd'hui. Okay? Puis je suis bien dans qui je suis aujourd'hui. Donc, est-ce que tu es le plus fier dans qui tu es maintenant?
Dans qui je suis le plus fier? Père. Père. Ça, tous ceux qui ont des enfants, c'est ça. Je suis certain que ça va être ça leur réponse. Ça devrait être ça leur réponse. Ouais. Non, c'est de voir son enfant grandir, de voir son enfant se donner des objectifs, puis de voir qu'il est sur le chemin d'accomplir des objectifs, puis qu'il s'en donne des nouveaux. Tu sais, puis ça, c'est une fierté. Que ton enfant s'en aille, je sais pas, que son rêve, c'est de traverser, je sais pas moi, l'Atlantique en bateau, puis tu vois qu'il s'en va dans cet objectif-là, mais tu es fier parce qu'il s'est donné des objectifs, premièrement, puis qu'il s'en va, puis qu'il les atteint. Ça, c'est une grande fierté, tu sais. Ça peu importe les objectifs. Bien sûr, on demande des objectifs. Si son objectif est du côté négatif, mais là, c'est une autre histoire. Là, mais tu comprends ce que je veux dire. Le rôle de père a encore sa place. Oui. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que, certainement, qui est aucunement du côté des regrets. Non. Ça, c'est vraiment la chose dont je suis le plus fier. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années? La santé. Ouais. La santé, avec la santé, tu as l'énergie qui arrive, les choses arrivent avec toi. Moi, je reste positif, excepté avec le COVID. Ça, je reste négatif. Mais pour ce qui est de... J'arrive dans un milieu, et moi, je veux que ce soit positif. Ça fait que je m'entoure même si tu ne t'entoures pas, les gens autour de moi... Tu sais, il y a des personnes qui sont négatives, ils ne vont pas rester à côté de toi, ils te trouvent tannant. Toi, tu es trop positif pour eux autres, ils ne veulent pas rester là. OK? Ça fait que le positif, là, c'est pas comme des aimants où le négatif et le positif s'attirent, là, tu sais, mais vraiment, dans le monde, les positifs s'attirent entre eux. Tu sais, comme ça fait que je tiens à garder ce positif-là, puis les gens positifs arrivent, tu vois une énergie positive qui s'en va. C'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie. Moi, j'ai été dans différentes rencontres, réunions personnelles au cours de ma carrière d'enseignant, qu'il y a des gens qui avaient de la difficulté à être autour de moi. C'est correct, regarde, ça t'appartient, ça m'appartient pas, celui-là. Puis je ne vais pas changer qui je suis. Parce que quand tu commences à changer, puis ça, tu le découvres rapidement en enseignement. En enseignement, quand tu enseignes surtout à l'élémentaire, les jeunes sont vrais. Maternelle, première, deuxième année, c'est vrai. Tu sais? Puis si toi, t'es faux, t'es pas toi-même, ils ressentent, puis ils vont te le dire aussi. OK? Ouais. Puis, mais si t'es vrai, puis t'as cette énergie-là, c'est incroyable. Puis, ce que les jeunes peuvent t'apporter. C'est la meilleure énergie que tu peux avoir dans une école, c'est ces jeunes-là qui sont autour d'un enseignant. C'est ça qui garde l'enseignant qui enseigne longtemps, mais il faut que l'enseignant soit vrai dans son parcours. Ben, sur ces rayons de positivité, merci beaucoup, Gérald. Plaisir. J'espère que ça t'a pu remémorer quelques souvenirs. Oui, puis, merci. Ça a été vraiment le fun de jaser avec toi. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de You ce que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You ce que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au yousqueterrendu.ca. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.